la fin des années 90 est marquée par l'attitude era. Alors en gros, je te résume, c'est du catch avec du sang, du cul, de la violence, des grossièretés. Stone Cold Steve Austin, le catcheur redneck qui met des coups de savate, qui pète des gueules, qui boit des bières et qui fait des honneurs. Le Rock, champion ultra charismatique. Dwayne Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas le catch, le grand acteur, commençait comme ça, avec des promotions enflammées, où tous les stades entiers du monde entier chantaient ses promotions et criaient son nom. C'est Triple H qui s'émancipe de Shawn Michaels et de la DX pour devenir The Game, le cérébral assassin. C'est l'Undertaker, avec le temps, hein, et une période, un gimmick un peu noir, ministre de la sombreté, ministre of the darkness, gourou d'une secte. C'est pas mal, hein. Lors d'un match, il a pris Mankind, Mick Foley, il l'a balancé du haut d'une cage de 5 mètres. L'autre, ça suffisait pas, il lui a mis un choc lème, il a traversé la cage. Problème, première chute prévue, deuxième chute pas prévue. L'autre, il a fini le match blessé, mais il a fini le match. Et puis, de l'autre côté, la WCW, alors qu'elle avait un vivier de jeunes talents, eh ben, elle a continué à miser sur ses vieux, à gérer comme des fions. Et puis là, bah, en 2001, il y a des mecs qui étaient prêts à racheter la fédération, et puis bah, quand ils ont vu le truc, ils ont fait bah oui, non mais il y a trop de dettes, on peut pas racheter. Star Warner qui a fusionné avec AOL a coupé le robinet au niveau de la télévision, et Vince McMahon a racheté pour une paquet, pas beaucoup d'argent, hein. L'entreprise était cotée à 70 millions 6 mois avant. Quand les autres ont vu la cotabilité, la cote elle est descendue à 4 millions de dollars. Bref, la WWE commence le début des années 2000, hégémonique, elle n'a plus de concurrence. Il y a bien des petits, la ECW a fait faillite aussi. Elle a bien des petites fédérations comme la Ring of Honor, la TNA, qui sont plus du catch indé, c'est-à-dire pas avec une grosse couverture nationale au niveau de la télévision. Et elle finit qui ne remplissent pas des stades, tu vois, quand la WWE remplit des stades, des contrats de télévision nationale et diffusés à l'international et à des jeux vidéo, à ce qu'il faut. Même si le début des années 2000, c'est aussi l'explosion d'Internet qui va permettre aux gens de consommer du catch autrement. Ah, pendant plusieurs années, des années 80 jusqu'aux années 2000, tu veux bouffer du catch, c'est la WWE ou la WCW. Là, avec Internet, t'as les Japonais qui mettent ce qu'ils font. Et tu vois que la scène japonaise, bah, elle est aussi balèze que la scène américaine. Les catcheurs européens aussi auront une exposition. Tu as tout le catch mexicain qui a une exposition grâce à Internet. Donc on est dans une véritable révolution, même s'il y a un désamour du catch, parce que quand la WWE a eu le monopole, ben, elle s'est un petit peu endormie sur ses lauriers. Faut être totalement honnête là-dessus. Elle a filé le titre à Triple H, et bon bah Triple H, faut l'avouer, dans la vraie vie, et le gendre du boss, Vince McMahon, ouais, il s'est tapé la fille du chef. Et donc bah, pendant 2 ans, il truste les titres, les challengers, bah, c'est Shawn Michaels, c'est Kevin Nash, c'est ses copains quoi. Et puis quand c'est pas ses copains, bah, par exemple contre Booker T ou contre Goldberg, bah, il se sort pas trop les doigts du cul, Hunter. Hein. Ah ouais. Bon, on a SmackDown qui propose des trucs intéressants, notamment avec Brock Lesnar et John Cena qui est déjà là à l'époque, avec les Chris Benoit, avec les Guerrero, Eddie et Chavo. On a même JBL, très intéressant aussi, qui va commencer à développer sa gimmick. Et voilà, début des années 2000, c'est pas la joie. On passe de 12 millions de fans de catch à 4 millions aux États-Unis. La bascule fait très mal. La WWE dans la deuxième partie des années 2000. Alors, ben, il va y avoir un renouvellement générationnel. En effet, la WWE va avoir la chance d'avoir une école d'entraînement avec une génération exceptionnelle. La classe 2000 de l'Ohio Wrestling, comprenant Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton et Shelton Benjamin et Batista. Voilà,
Tu prends Orton, Cena, Batista, Lesnar, tu prends les main events de WrestleMania depuis 2003. C'est bien. Brock Lesnar est le premier à exploser. Il a un putsch éclair, mais il va vite repartir parce que le rythme le fatigue. On a John Cena, Batista qui vont exploser en 2005, qui vont truster les main events. Que en 2010, Batista va s'affaire à partir du cinéma. Et pour Cena, jusqu'au milieu des années 2010, on a Orton qui va littéralement à la fin des années 2000 et toutes les années 2010 être vraiment la grosse superstar. On va avoir aussi une ancienne génération qui va partir à la retraite. On va avoir aussi une explosion du catch par équipe dans les années 2000. J'en ai pas parlé quand j'ai parlé du début des années 2000, mais on a les frères Hardy, Edge et Christian et Dudley. Les mecs, ils mettent des chaises, des tables, des échelles, ils se foutent sur la gueule pendant 30 minutes et t'as l'impression qu'ils vont finir paralysés, mais non, ça va pas se passer comme ça. Avec énormément de spots très intéressants à voir. Au milieu des années 2000, c'est aussi le départ à la retraite de Ric Flair, de Shawn Michaels, l'Undertaker et Triple H qui ne vont plus catcher de manière régulière. Austin et The Rock sont retirés depuis 2003. Et la WWE, pour augmenter son pognon, a décidé de passer en tout public. Ce qui permet de signer des contrats de fabricants de jouets. Et donc de stabiliser leur audience, mais surtout de faire rentrer un max de pognon comme ça. C'est plus les spectateurs qui vont faire la valeur de l'entreprise. Tu peux faire de la merde, on s'en fout, il y a les contrats qui sont juteux et qui sont signés sur plusieurs années. C'est-à-dire que tu signes un contrat sur 5 ans qui t'apporte des milliards, tu peux faire de la merde, ça passe bien. De l'autre côté, le catch connaît à nouveau une exposition en Europe. En France, il est diffusé sur la TNT, sur la 11, qui lui permet de retrouver une audience tout public, qui permet de réveiller un peu le catch en Europe. Tu vas connaître un second souffle très intéressant, avec beaucoup de shows, par exemple, les compagnies de catch qui ont fait le tour des Zénith en 2009. On a le Japon qui profite pleinement de l'internet pour vraiment créer une fanbase partout dans le monde, le Mexique aussi, enfin voilà. La fin des années 2000 est quand même une bonne période pour le catch, hein. Les gens le regardent, les gens l'apprécient même si le produit, les produits mainstream type WWE est un peu critiqué. Après, on a Hulk Hogan et Eric Bischoff qui vont reprendre la TNA, la deuxième plus grosse fédération de catch aux États-Unis. Ils vont faire de la merde, ils vont montrer de couler l'entreprise. Ça, c'est pour vouloir refaire ce qu'ils ont fait avec la WCW. Le problème, c'est que si ça n'a pas marché 10 ans plus tôt, ça ne marchera pas non plus 10 ans plus tard. Donc la WWE est hégémonique. Et elle mène une petite vie tranquille en ce mois de juin 2011. Le catch dans les années 2010. Alors avant de repartir en 2011, j'ai oublié un aspect très important. On a plusieurs catcheurs qui sont morts dans les années 2000 et ça va imposer des normes, notamment contre l'antidopage, contre les commotions cérébrales qui vont drôlement assainir le milieu. On n'aura plus des gros mecs testostéronés parce qu'on sait que ça tue les gars. Voilà. Donc 2011, CM Punk prend le micro et fait une pipe bomb. En gros, il balance ce qui se passe, il brise le 4e mur. Et c'est quelque chose qui est logique. Les gens aujourd'hui avec Internet savent ce qui se passe dans les coulisses et donc c'est de plus en plus pratiqué. Alors les années 2010, il y a l'hégémonie de la WWE qui va lancer le network. En gros, c'est un Netflix du catch, si tu préfères. Ils ont tous leurs matchs, ils ont tous leurs shows. Tu regardes, tu consommes. Voilà, c'est un peu le Netflix du catch. Et ils vont commencer à engendrer des pognons, des contrats avec Mattel, des contrats avec l'Arabie Saoudite pour des shows, des contrats avec diverses entreprises, qui fait qu'on dépasse les milliards. Même si les audiences ne suivent plus, il y a des milliards. Les années 2010, c'est un renouvellement de génération. La génération Cena, Batista, Orton, Edge va rapidement dégager dans les années 2010.
Batista part faire du cinéma en 2010. Edge part en la retraite à cause d'un son coup cassé en 2011. Cena et Orton, bon, Cena va devenir en clignotant parce qu'il va faire le cinéma. On me voit plus. Et Orton va un peu continuer. Il y a 3 gars qui arrivent. En 2012, c'est le Shield. Roman Reigns, qui est encore à l'heure actuelle le champion du monde. On a Seth Rollins, qui est aussi l'autre champion du monde de la fédération, et John Moxley, qui est parti dans une autre fédération, mais qui en est l'un des leaders. Vous voyez un petit peu. Donc, voilà, on a cette évolution générationnelle. On a d'autres catcheurs, Drew McIntyre qui avait été viré, qui est revenu et qui est redevenu champion du monde. Donc voilà, nouvelle génération. Et aussi l'avènement d'un autre concurrent, la EW. Le seul qui peut réellement avoir du pognon et concurrencer la WWE. Voilà, la WWE et la EW, aujourd'hui, à l'heure actuelle, remplissent des stades. Il y a des fédérations japonaises qui remplissent aussi des stades au Japon, des fédérations mexicaines qui remplissent des stades au Mexique. Il y a... Aujourd'hui, c'est difficile de faire une histoire du catch parce qu'on est tellement collé au présent que c'est difficile, mais le catch ne s'est jamais aussi bien porté. Avec Internet, on a énormément de youtubeurs qui partagent du contenu autour du catch. On n'a jamais eu autant de fédérations qui, grâce à Internet, c'est pas compliqué quoi. Tu payes un caméraman qui filme ton show, tu uploads ça sur YouTube et va montrer à la playa. Tu as une diffusion et une couverture mondiale, ce que ne permet pas la télé. Tu as les fédérations qui ont un peu plus de pognon, qui ont des sites internet, qui ont des networks, c'est-à-dire des Netflix, où ils vont mettre leur show actuel, leur show passé, qui te font payer un abonnement, et ça c'est une rentrée d'argent. Le catch le catch n'a jamais été autant à la mode. Les superstars du catch font du cinéma. The Rock est devenu Dwayne Johnson, l'acteur le plus rentable de l'histoire. John Cena, Batista fait des carrières magnifiques. Brock Lesnar a fait un tour à la MMA avant de revenir à la WWE et donc s'est crédibilisé en tant que combattant. Les mecs sont rentrés dans la pop culture. Les ponts entre la pop culture et le catch n'ont jamais été aussi petits. Le catch génère des milliards. L'AEW, la WWE, en moins d'1 an, ont arrivé à remplir 2 fois des stades en Angleterre où c'était plein la gueule et où les gens étaient très heureux des shows et où ça déplaçait énormément de monde et ça a fait énormément de buzz. Le business se porte jamais aussi bien. Les règles concernant les stéroïdes, les commotions cérébrales et les protocoles santé font qu'on n'a pas une épidémie de décès de catcheurs comme on a eu à la fin des années 90, début 2000, où tous les mecs quasiment crevaient entre 45 et 60 ans. On a des physiques beaucoup plus sains, du catch beaucoup plus safe, beaucoup plus en respect avec le corps des combattants. Donc on a un spectacle de haute qualité. Parce qu'aujourd'hui les catcheurs sont des professionnels de très haut niveau. Très haut niveau, avec des conditions physiques irréprochables. Ce qui fait un spectacle de qualité. La plupart safe, même si des accidents peuvent encore arriver. Et voilà, c'est la bonne période. Le catch ne s'est jamais aussi bien porté dans l'histoire du monde. Quelle belle histoire! Et merde. Et là mon bouton pour couper la vidéo